Est-ce que les humanitaires pendant la guerre froide ont travaillé partout? Est-ce que finalement il y avait justement une sorte d'âge d'or où on a partout travaillé? Je pense non. On avait d'énormes restrictions dont personne ne parle plus, mais qui ont existé pendant la guerre froide. C'était peut-être plutôt des restrictions imposées par les États que par le rejet à travers des actes, je dirais, des groupes armés, même si des exemples étaient mentionnés. Encore aujourd'hui, on a évidemment aussi des restrictions imposées par les États. Donc dans ce sens-là, je ne pense pas que c'est nouveau. Je vois par contre quand même quelques éléments qui me semblent en tout cas nouveaux. Il y a tout d'abord quand même cette mondialisation de certaines dynamiques conflictuelles. Il faut bien analyser évidemment le terrorisme, même s'il ne faut pas utiliser ce terme, je dirais la lutte contre le terrorisme tel qu'il est engagé par les États, mais aussi, je dirais, le combat qui est mené sous le drapeau d'Al-Qaïda. Il faut l'analyser quand même, je pense, aussi à niveau planétaire. Et dans ce sens-là, on a aujourd'hui des acteurs qui agissent dans des contextes sans avoir nécessairement, sans être issus de ce contexte. Donc je pense il y avait eu, Michel Veutet l'a mentionné, un frein à certaines actions des actes de groupes armés qui était quand même l'acceptation de leur propre population. On ne pouvait pas impunément s'attaquer à sa propre population ou commettre des actes contre les militaires avec énormément de dégâts pour la population si c'était sa propre population. On a quand même vu aussi des éléments, par exemple en Irak, qui étaient un peu hors sol. Ça veut dire finalement, en termes de la souffrance de la population irakienne, il y avait moins, en tout cas au début, moins de possibilités de voir des pressions exercées sur ces acteurs. Je pense aussi la manière dont certains États ont réagi par rapport aux événements, cette remise en question qu'on a vue pendant un moment, qui, je pense, est aujourd'hui moins important, mais reste encore une préoccupation. La remise en question du DIH, c'est quand même quelque chose qui est aussi une dimension, un défi nouveau, en tout cas maintenant. Et aussi, je dirais, la glorification de l'attaque contre les civils me semble quand même malheureusement plus important par certains groupes. Mais il faut aussi dire qu'il faut faire une distinction évidemment de quel type d'attaque est menée. Et puis on a à nouveau tendance que, admettons, c'est un acteur djihadiste qui mène une attaque, de tout de suite dire il glorifie l'attaque contre les civils. Mais certaines attaques sont menées, sans perfidie d'ailleurs, aussi contre les civils militaires. Donc là, je pense qu'une distinction s'impose aussi dans notre regard. Je voudrais peut-être juste encore conclure par rapport à une remarque sur l'acceptation des acteurs ONG locales versus acteurs internationaux. Il s'agit évidemment de se poser la question de quelle acceptation est-ce qu'on parle. Ça veut dire, je suis convaincu que des comités locaux peuvent avoir une meilleure acceptation dans leur quartier, dans leur ville. Par contre, si on parle des organisations qui ont une capacité de franchir les lignes, d'aller dans différents endroits et partir, et travailler dans des régions, admettons, chiites et dans des régions sunnites, ça devient beaucoup plus difficile pour des acteurs locaux. Je pense aussi évidemment toute une série des efforts plutôt de protection, visite aux prisonniers, etc. C'est hors portée pour ces acteurs-là. Donc oui, les acteurs locaux peuvent faire des contributions très importantes, mais très souvent, je dirais, leur impact est quand même assez local, avec des difficultés de projeter cet impact au-delà du quartier ou de la région. Et pour nous, en tant que CICR, on n'a évidemment pas, au fond, le choix d'agir. Quand il y a une situation de conflit ou une situation de violence armée, on a une obligation d'agir, donc on ne peut pas se choisir finalement des identités qui passeront mieux dans un coin que dans un autre, mais il y a véritablement une obligation d'avoir une identité globale qui passe partout, et ça c'est évidemment beaucoup plus difficile à construire qu'une identité qui est acceptable pour l'un belligérant, mais pas pour l'autre. Merci. Je crois qu'il y a 2 dernières interventions peut-être dans la salle. Oui. Oui, merci. Karine Jacquemin, Action contre la faim. Juste pour revenir vraiment au côté pratique, expérience terrain, j'avais envie de revenir sur la notion de dialogue et puis aussi de confusion et d'amalgame, et notamment entre les acteurs humanitaires. D'abord, une première remarque, je pense qu'effectivement, il faut vraiment qu'on se prémunisse de raccourcis et de simplification et qu'on regarde les choses contexte par contexte. Et nous, les humanitaires, on est les premiers à devoir vraiment se garder de toute simplification. Je pense à la question qui demandait si on était éventuellement perçus comme les bras gauches de politique militaire ou politique occidentale. C'est évidemment pas toujours le cas et parfois cette notion de terrorisme elle est même utilisée à contrario par des gouvernements
qui vont un petit peu bloquer ou en tout cas mettre des contraintes au travail des humanitaires parce que eux appellent un groupe potentiellement rebelles en conflit interne terroriste alors qu'ils ne le sont pas. Et finalement, la situation nous dessert, non pas parce qu'on est perçu comme étant un bras gauche des gouvernements occidentaux, mais parce que finalement on est perçu comme soutenant potentiellement des terroristes internationaux. Donc ça rend les choses très différentes. Le deuxième point, je vais essayer de faire vite, mais Très un cas court, concret, oui, parce qu'il nous reste une petite minute. Je fais très vite, mais une des difficultés par rapport à la perception, c'est quand même que ce dialogue, il est en effet crucial, comme ça a été dit, mais alors organisation par organisation, et c'est là que c'est très compliqué. C'est qu'en effet, il y a quand même, dans certains contextes, des dizaines, voire des centaines d'organisations de secours, et il faut bien dire les choses comme elles sont. On a beau être des dizaines à avoir signé le code de conduite de 1994 du CICR et des ONG, avec les principes humanitaires qui vont bien, on est très peu à les respecter concrètement sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends l'exemple de la Somalie en 2006, quand des groupes islamistes ont pris le contrôle de 2 tiers du pays et que l'ensemble des agences humanitaires des Nations Unies et la plupart des organisations humanitaires, à l'exception du CICR, de MSF et de ACF, sont sortis du pays en diabolisant par a priori ces groupes pour être extrémistes et cibler les étrangers, forcément ça donne une perception un petit peu tronquée des humanitaires. Merci beaucoup. Un petit mot, le mot de la fin pour nos intervenants. Rapidement, Louise. Bon, je crois qu'on n'a que 2 secondes avant que la retransmission soit faite, donc je crois qu'on a bien compris en tout cas qu'il fallait se garder de caricaturer ou de simplifier ce qui vient d'être remarqué, et que voilà. Merci Louise. Peut-être. Juste un mot, moi je voudrais quand même remercier Madame Mitterrand pour son intervention. Je pense qu'effectivement on a beaucoup polarisé sur le terrorisme, mais aujourd'hui c'est plus simplement des attaques du 11 septembre ou d'autres sur nos villes ou nos pays, mais c'est véritablement une menace globale et contre laquelle il faut quand même que nous réfléchissions et que nous agissions. Que dire après ça? Ronnie, dernier mot. Non, je laisse le dernier mot à Michel Bonnet. Bon, merci à tous, encore une fois, pour votre présence et votre participation. Et puis un petit cocktail vous attend. À la C'est doux, c'est aussi